climatique qui les amène à déménager de site à l'heure actuelle avec une vitesse assez impressionnante, plusieurs kilomètres par an. Et d'autre part, oui, donc la deuxième différence, c'est que cette sixième extinction est engendrée par l'activité humaine. Et la troisième, évidemment, c'est que l'homme pourrait bien en faire les frais, qu'il en fera probablement les frais s'il ne change pas de voie, parce que, comme je l'ai dit, notre système n'est pas soutenable. Nous en avons maintenant un indice qu'on peut considérer comme scientifique, en tout cas infiniment plus scientifique que l'indice fétiche de la société de croissance, qui est le produit intérieur brut, qui mêle à la fois les constructions et les destructions. Et donc c'est l'empreinte écologique. Maintenant, tout le monde a à peu près tout le monde, je crois, a entendu parler de l'empreinte écologique. C'est ce que pèse notre mode de vie sur l'écosystème terrestre. Nous vivons sur une planète finie qui représente 51 milliards d'hectares. Mais tous ces hectares ne sont pas également bioproductifs, comme disent les experts. C'est-à-dire que nous avons pour notre mode de vie, ce que nous consommons, ce que nous produisons, ce que nous rejetons. Les économistes oublient toujours ça, ce que nous rejetons. C'est important aussi, ce qu'on rejette. Parce que chaque fois que nous brûlons 1 litre de pétrole, il faut 5 mètres carrés de forêt pendant 1 an pour recycler le dioxyde de carbone. Donc tout ce que nous produisons, consommons et rejetons se traduit par une consommation d'espace. Cet espace donc est limité, 51 milliards d'hectares, mais tous ces hectares ne sont pas également utiles pour produire, consommer ou recycler. Après des calculs très complexes, on évalue l'espace bioproductif à 12 milliards d'hectares. Comme nous sommes 6 milliards et demi, ça donne un espace bioproductif soutenable, c'est-à-dire que si nous ne dépassons pas la consommation d'un hectare 8, ça donne 1 hectare 8. Si nous ne dépassons pas 1 hectare 8 par personne chaque année, eh bien le système est soutenable et durable. Alors 1 hectare 8, c'est la ligne noire que nous avons là sur ce tableau qui représente à peu près tous les pays du monde par ordre d'empreinte écologique décroissante. Alors vous voyez qu'il y a un certain nombre de pays qui sont au-dessus. Et alors d'abord, il faut dire que d'ores et déjà, on voit bien que si on faisait la moyenne, on serait au-dessus de la ligne noire. D'ores et déjà, l'empreinte écologique de l'humanité, toute classe, toute religion, tout continent confondu. Et bon, les chiffres que je vous donne sont un peu, c'est des chiffres de 2005, j'ai des chiffres plus récents, mais ils ne sont pas sur le tableau, donc ça ne change pas grand-chose. Donc c'était 2 hectares 2, ça veut dire que déjà, même à l'époque, et aujourd'hui ça s'est accru, à l'heure actuelle, on dépasse la capacité de régénération de la biosphère de 40%. On consomme plus de 2 hectares 2 d'espace bioproductif. Alors comment c'est possible? C'est possible parce que nous faisons comme l'enfant prodigue de la Bible, nous ne nous contentons pas de vivre sur le revenu, nous consommons aussi le patrimoine. Par exemple, c'est ainsi qu'en une année, nous consommons ce que la photosynthèse, qui est la source de toute énergie sur la Terre, que la photosynthèse sur l'ensemble de la planète produit en 100 000 ans. Il faut 100 millions d'années pour produire du pétrole et nous en consommons une belle portion chaque année. Donc, ce n'est pas durable. Ce système ne peut pas continuer. Mais derrière cette moyenne, il se cache évidemment des différences importantes, comme on le voit sur le tableau. Donc, vous avez des grands prédateurs, et en particulier les Catalans, qui sont à peu près... Voilà. Les Catalans sont par là, c'est-à-dire ils sont à 4 hectares 5 hectares d'empreinte écologique. Ça veut dire que si tout le monde vivait comme nous vivons, comme vous vivez, comme je vis, il faudrait 3 planètes. Voilà, il faudrait 3 planètes. Évidemment, nous avons du retard pour rattraper nos amis américains, qui sont à 9 hectares 6, c'est-à-dire que si tout le monde vivait comme les Américains, il faudrait 6 planètes. Ce ne sont pas les premiers, ils sont battus, mais de peu, par les Émirats arabes unis, qui sont, eux, déjà à 10 hectares. Alors comment, là, même en consommant le patrimoine, ça ne suffit pas. Nous pouvons avoir ce mode de vie auquel nous sommes trop attachés, parce que nous recevons, contrairement à l'idée de mes collègues économistes, nous recevons une assistance technique massive des pays du Sud.
il se trouve que ces Africains, comme les Sénégalais d'Abdoulaye Wade, sont effectivement pleins de compassion pour les Blancs. Hein, et pour permettre aux Blancs de rouler en 4x4, eh bien, ils se serrent la ceinture. Alors, les Sénégalais, ou encore mieux, les Burkinabés, c'est très gentil, les Burkinabés, ils consomment moins d'un dixième d'hectare d'espace bioproductif. Et on a pu calculer que si tout le monde vivait comme les Burkinabés, eh bien, la planète pourrait supporter 23 milliards d'habitants. Tandis que si tout le monde vivait comme les Australiens, avec des 4x4, etc., eh bien, après 600 millions d'habitants, il faudrait fermer la porte, c'est-à-dire qu'on devrait déjà exterminer les 9 dixièmes. D'ailleurs, il existe des plans assez cyniques, hein, dans le genre CIA, Pentagone, etc., des plans pour demain, quand il n'y aura plus de pétrole et tout ça, comment est-ce que, puisque le mode de vie américain n'est pas négociable, comme l'ont dit Bush, Père et Fils et Saint-Esprit, comment est-ce qu'on va arriver à maintenir notre mode de vie dans une planète où les ressources renouvelables, les ressources non renouvelables auront disparu et les autres seront sérieusement compromises. Bien, alors, donc notre système n'est pas soutenable et autrement dit, pour reprendre une image des économistes et une image qui malheureusement a fait beaucoup de ravages, considérant que le produit intérieur brut est comme un gros gâteau qu'on se partage, eh bien, il faut la tarte ne peut plus grossir et ne doit plus grossir. Alors, cette tarte, évidemment, elle est devenue... Pourquoi est-ce que les économistes utilisent le mythe de la tarte? Eh bien, effectivement, ça marche très très bien. On sait que, même dans une famille, quand on partage une tarte d'un volume limité, ça pose des problèmes parce qu'il y en a qui prennent déjà des gros morceaux, puis après, il ne reste plus rien pour les autres. Alors, c'est très difficile, hein, de dire aux gros mangeurs de se restreindre pour laisser un peu de tarte aux autres. Mais si la tarte augmente, alors c'est beaucoup plus facile. Et c'est ainsi que je considère que le projet de la décroissance est un projet de gauche, mais il faut bien reconnaître que la gauche est tombée à pieds joints dans le mythe de la tarte qui lui était tendu, c'est-à-dire que toute la gauche, toute tendance confondue, finalement a renoncé à se battre pour partager plus équitablement la tarte, en acceptant finalement que valait mieux se battre pour faire croître la tarte, comme ça tout le monde en aurait un morceau. Et ça a bien marché. Ça a marché pendant ce qu'on appelle en France les 30 Glorieuses, 1945-1975 à peu près. À partir de 1975, ça marchait plus très bien parce que, eh bien, virtuellement, la tarte continuait à croître, c'est-à-dire que le produit intérieur brut continuait à croître, mais les satisfactions réelles ne croissaient plus. Ça a été très bien montré par un expert de la Banque mondiale, un ex-expert de la Banque mondiale qui a démissionné et qui n'est pas Joseph Stiglitz, qui est Herman Daly, et qui a eu l'idée de calculer ce qu'il a appelé le Genuine Progress Indicator, c'est-à-dire, on pourrait dire ça comme un indice du bien-être vécu, authentique, par opposition au bien-avoir statistique que mesure le produit intérieur brut. Alors, là, très rapidement, la courbe du haut représente la croissance du produit intérieur brut des États-Unis par tête entre 1950 et 2000. Alors on voit qu'il y a une croissance régulière, avec bien sûr des hauts et des bas conjoncturels, mais dans l'ensemble, ça continue à croître vers l'infini. Et puis à partir des milieu des années 70, alors il y a une différence entre les deux courbes. La deuxième courbe, l'indice du progrès authentique, donc, est calculé de la façon suivante. Herman Daly considère que la croissance engendre évidemment des désagréments, des pollutions. Les pollutions engendrent des frais, par exemple, l'air devient irrespirable, on a des maladies pulmonaires, il faut aller chez le médecin, il faut acheter des médicaments, etc. À partir d'un certain moment, pour le dire dans les termes économiques et des économistes, les bénéfices marginaux de la croissance deviennent inférieurs à ces coûts marginaux. Les coûts marginaux augmentent, les coûts marginaux, c'est essentiellement la pollution, la dégradation de l'environnement, etc. Et donc, il a eu l'idée de soustraire
du produit intérieur brut.